Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir. Nous sommes Guillaume. et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 5e épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Chacun chez soi. Chacun chez soi. Aussi parce que c'était difficile à dire. Chacun chez soi. Parfait. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve aussi sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre de couple, comme le nom du podcast, ou par mail sur tranche le chiffre de couple@gmail.com. Et enfin, un mot, un seul, Partagez. Sur vos réseaux, à vos proches, par SMS, comme vous voulez. À toutes celles et ceux qui pourraient être intéressés par ce podcast. Faites-nous voyager, faites-nous rêver. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de Tranche de couple et puis de garder la motive. Allez, on commence tout de suite par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, c'est Guillaume qui fait une petite suite de l'épisode précédent. Absolument, dans l'épisode 4, on est revenu dans notre point belgitude sur l'espionnage russe en Europe, et plus particulièrement en Belgique. Alors évidemment, on ne leur dira jamais assez, mais là, on parle des Russes. Mais bon, on pourrait aussi bien parler des États-Unis, de certains collègues européens, et puis aussi de la Chine. Sauf que la Chine, à l'étranger, elle n'espionne pas que les pays dans lesquels elle est installée, parce qu'on va pas se mentir, hein, il y a un peu de ça, il y a sans doute un peu de ça, mais elle espionne aussi et elle cherche à avoir la main mise sur ses propres citoyens à l'étranger. Petit retour sur une information qui était passée inaperçue depuis septembre, mais qui est sortie dans la presse néerlandaise cette semaine, celle de la présence dans de nombreux pays européens, mais aussi aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Japon et dans certains pays africains notamment, de commissariats chinois agissant sous couvert d'activités pseudo-consulaires, délivrance de permis, actes de mariage, etc., etc. Mais qui n'ont pas de statut diplomatique pour Mais pour qui autant. n'ont aucun, qui n'existent pas autrement, qui n'ont pas. C'est pour ça que je parle de pseudo-consulaires. C'est l'ONG espagnole Safeguard Defenders qui, dans un rapport sorti en septembre dernier, donc pointe l'existence d'escouades de rapatriement agissant via ces commissariats en lien avec la police et les affaires intérieures chinoises. Ces commissariats visent en priorité les citoyens chinois expatriés et n'hésiteraient pas, selon le rapport, à utiliser des moyens coercitifs tels que des pressions sur les personnes ou leurs proches rester au pays pour les inciter ou, pour être précis et employer les mots du rapport, les persuader à revenir en Chine pour y régler leurs comptes avec la police et la justice. Alors plutôt que de coopérer avec les autorités judiciaires nationales, le régime de Pékin a ainsi mis en place une police alternative pour poursuivre illégalement les personnes suspectées de délits frauduleux et les forcer à rentrer en Chine pour y être jugées. Sauf que la Chine est aussi signataire de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à ce titre, les missions de police ne peuvent être menées sur le territoire d'un autre pays sans son autorisation. On ne va pas se mentir, la Chine a demandé l'autorisation pour mener ses missions à quasiment probablement aucun des pays. En tout cas, très peu ont réagi, on y reviendra, jusqu'à maintenant. Entre avril 2021 et juillet 2022, la police chinoise a persuadé 230 000 soi-disant fugitifs à retourner en Chine volontairement. Des voilà, c'est ça. C'est très mais crédible. tout en admettant que toutes ces des cibles n'avaient pas forcément nécessairement commis des crimes. Donc pour vous remettre le contexte, la plupart de ces commissariats officieux, obscurs, occultes, ont été ouverts à l'aune du Covid pour apporter de l'aide aux citoyens chinois à l'étranger. Bon. La Chine a aussi établi une liste de 9 pays où les citoyens chinois ne sont plus autorisés à vivre, sauf s'ils ont une bonne raison. On y compte notamment la Turquie, les Émirats arabes unis, les Philippines, la Thaïlande et un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est. De nouveaux outils de persuasion, toujours entre guillemets, chacun chez soi, mais on est toujours mieux dans son pays, donc de nouveaux outils d'opération de persuasion qui ont été mis en place. Ils incluent notamment empêcher les enfants des cibles de pouvoir poursuivre une éducation normale en Chine, ou empêcher un certain nombre de choses aux familles des gens qui sont restés, des faux familles restées en Chine, de ces citoyens qui sont à l'étranger, pour leur rendre la vie difficile et donc forcer ces gens à rentrer
au pays. On est sur ce qu'on appelle en anglais guilt by association, coupable par association, c'est-à-dire un peu, c'est similaire à ce qui se fait notamment en Corée du Nord, où on considère qu'une famille entière va être coupable de ce que fait un seul de ses membres. Je pense que Gérald Darmanin, d'ailleurs, pourrait en prendre la graine, puisque, enfin bref, c'est un autre sujet, on en parlera peut-être plus tard. Il y a au moins, l'ONG comptabilise aujourd'hui au moins 54 de ces commissariats à l'étranger, outre-mer, sur les 5 continents. Certains d'entre eux, d'ailleurs, sont impliqués dans des collaborations avec la police chinoise et notamment conduiraient des opérations de police sur des sols étrangers, aussi en Espagne. Je rappelle que l'Espagne, c'est le pays d'origine de cette ONG. Et il faut noter qu'une nouvelle loi adoptée le 2 septembre, qui entrera en effet le 1er décembre, établit l'extraterritorialité totale sur les citoyens chinois et étrangers partout autour du monde pour certains crimes précis. Fraude aux télécommunications, scam en ligne, etc. etc. C'est encore une brèche, ça donne en gros la Chine le pouvoir de faire la police partout, y compris partout dans le monde, y compris en dehors de son territoire. Autant dire que c'est un peu le début de la fin. On parle de 36 de ces commissariats juste pour l'Europe, répartis dans 16 pays. Pour l'instant, les seules réactions connues sont celles du ministère de l'Intérieur néerlandais qui a annoncé lancer une enquête sur les activités des commissariats situés à Rotterdam et Amsterdam, qui, selon le ministre, sont des implantations illégales, et celle du gouvernement irlandais qui a demandé à la Chine la fermeture pure et simple du commissariat situé à Dublin. Côté français, c'est le silence radio, malgré 3 de ces centres installés à Paris. Notamment, certains sont antérieurs au Covid, ces centres avaient pour objectif à la base d'apporter de l'aide et de l'assistance aux nombreux touristes chinois qui visitent le pays, et notamment ceux qui se font détrousser. On peut dire qu'il y avait une certaine utilité. Mais manifestement, ils n'ont pas servi uniquement à ça. Le ministère chinois des Affaires étrangères réfute le rapport de Safeguard Defenders et continue à affirmer que ces sites sont des centres de services pour des Chinois à l'étranger, tout ce qu'il y a de plus banal. On aura peut-être d'ailleurs dans un prochain épisode l'occasion de revenir sur les liaisons dangereuses de l'Allemagne avec des pays pas très coopératifs, notamment la Russie et puis maintenant la Chine, à l'heure où son chancelier a refusé toute condamnation de la Chine pour des violations des droits humains et mène une politique économique de rapprochement envers et contre tout, y compris de sa propre coalition. Merci Guillaume pour petit point sur chacun chez soi, mais on est toujours mieux parfois chez les autres. Max, en parlant de chacun chez soi, tu vas nous parler de l'EES. Alors, qu'est-ce que c'est que l'EES et quel rapport ça a avec chacun chez soi ? Exactement. Alors, l'EES, c'est lié à la réforme du système Schengen. Et donc, ça va forcément avoir un impact important, pas forcément pour nous, mais surtout pour les touristes. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que l'autre jour, je suis tombé sur un article qui parlait de ce nouveau système qui va rentrer en vigueur en mai prochain. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucune idée de ce que c'était. Et du coup, comme je suis curieux, je me suis dit, je vais creuser. Et puis, comme c'était intéressant, je me suis dit que j'allais vous en parler. Alors, EES, ça veut dire Système d'entrée et de sortie, Entry and Exit System. Et c'est lié donc à l'espace douanier européen de Schengen. Tu nous refais un point sur Schengen, du coup ? Ouais, alors l'espace Schengen, pour ceux qui ne savent pas, c'est une zone de libre circulation sans frontières entre les 26 pays qui composent cet espace. Il permet aux ressortissants de l'UE et à de nombreux ressortissants de pays hors de l'Union européenne de voyager librement, sans contrôle aux frontières. Schengen, malgré son nom, n'est pas une ville chinoise, mais bien une ville des Pays-Bas. Exactement. Donc c'est un espace qui ne cesse de s'agrandir depuis qu'il a été créé en 1985, et il couvre désormais la quasi-totalité des pays de l'Union européenne et quelques pays hors de l'Union européenne, le Liechtenstein, la Norvège, l'Islande et la Suisse. Vous vous souvenez la dernière fois, je crois qu'on vous a parlé ou pas, de la Bulgarie et de la Absolument, je crois qu'on a abordé qui voulaient rentrer pas encore dans l'espace Schengen, et les Néerlandais ont dit non pour l'instant aux Bulgares, je crois. Donc, l'idée de Schengen, c'est effectivement d'avoir cette liberté de circulation à l'intérieur des frontières, tandis qu'on contrôle l'extérieur. C'est quand même 400 millions de ressortissants de l'Union européenne qui peuvent circuler librement, et j'imagine que tous, vous en avez fait déjà l'expérience. Alors, toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut donc voyager entre ces pays à l'intérieur de l'espace sans contrôle aux frontières, et les autorités nationales peuvent néanmoins effectuer des contrôles de police aux frontières entre ces pays ou dans les zones frontalières, disons de manière ponctuelle.
Alors, si on a supprimé les frontières intérieures, à l'extérieur, on a des frontières qui ont été durcies. C'est aussi pour cette raison que l'ensemble des pays qui sont rentrés dans l'Union européenne ne sont pas automatiquement rentrés dans Schengen, parce qu'il fallait s'assurer que, en gros, leur capacité de protéger les frontières soit suffisamment robuste. Et ça permet aussi, donc, avec toutes ces règles, de garantir finalement la sécurité des gens qui vivent ou qui voyagent dans cet espace. Et la Bulgarie et la Roumanie, c'est les 2 seuls pays des 27 qui ne sont pas encore dans l'espace Schengen. Alors ça la Croatie rentrera dans l'espace Schengen au 1er janvier. Et effectivement, je crois que la Roumanie et la Bulgarie, c'est dans les derniers. Tu peux chercher pendant que je continue à faire ma rubrique. Je vais regarder ça. Alors, contrôle aux frontières extérieures pour les visiteurs, c'est des contrôles classiques avec un tampon qu'on oppose, que le douanier appose dans le passeport à l'entrée et à la sortie. Bon, mais alors c'est quoi la nouveauté ? Alors, du coup, à partir de mai 2023, les tampons d'entrée et de sortie, c'est un peu archaïque, les tampons, seront remplacés par un système automatisé. C'était sympa sur les passeports. Ouais, le fameux EES, donc, qui a été voté en 2017 tout de même, et qui rentrera en vigueur dans quelques mois. Donc les voyageurs en provenance de pays tiers, qui soient titulaires d'un visa de court séjour, c'est-à-dire 90 jours, ou exemptés de visa, seront enregistrés à chaque fois qu'ils franchiront une frontière extérieure de l'Union européenne. Le système enregistrera le nom de la personne, le type de document de voyage, des données biométriques, à savoir 4 empreintes digitales lors du premier contrôle et une image faciale qui sera réutilisée à chaque fois, ainsi que la date et le lieu d'entrée et de sortie. Les données seront conservées pendant 5 ans et accessibles aux autorités douanières et de délivrance des visas, ainsi qu'à Europol dans tout l'espace Schengen. L'accès pour des enquêtes pourra être autorisé, mais selon un certain nombre de conditions pour assurer le respect des droits fondamentaux et la protection des données. Le système enregistrera aussi les refus d'entrée, parce qu'à un moment donné, si tu as été refusé d'être entré dans un pays, il ne faut pas que tu te représentes dans le pays d'à côté. Le système d'entrée-sortie va contribuer à prévenir l'immigration clandestine et puis accroître la sécurité des citoyens européens. Et la masse de travail de Guillaume aussi, accessoirement. Ça facilitera également les déplacements des ressortissants de pays tiers de bonne foi, en rendant plus efficace effectivement la détection des dépassements de séjour, et tout ça. Alors, si finalement, en fait, c'est quoi le bénéfice pour nous, individus lambda, et pour les pays, les touristes étrangers hors de l'espace Schengen, finalement? Alors, d'abord, tout ça va contribuer à un passage aux frontières plus fluide, parce que ça va finalement nous faire aller vers des contrôles digitalisés. Comme quand les barrières digitales de Bruxelles Airport sont fermées, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, j'allais en parler, Guillaume. Donc, pardon. Il faut avoir en tête que le nombre de visiteurs de pays tiers dans l'espace Schengen a énormément augmenté dans les dernières années, et on estime qu'il va continuer à augmenter jusqu'à atteindre 887 millions en 2025. C'est-à-dire 1,5 fois à peu près la population de l'Union européenne. Donc l'enjeu, c'est de fluidifier, de simplifier les contrôles en utilisant la digitalisation et la biométrie, puisque tous les passeports aujourd'hui ont une puce dedans, donc ça aide. Alors c'est quelque chose qui, comme je vous disais tout à l'heure, n'était pas possible avant que cet accord de 2017 rénove ou mette à jour les règles de Schengen. Le contrôle manuel et les tampons étaient obligatoires. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les portiques que vous utilisez en tant que citoyen de l'Union européenne, ils sont que pour les citoyens de l'Union européenne. Ils ne sont pas pour les tiers. Donc effectivement, on devrait voir se développer ces portiques automatiques qui en fait lisent le passeport, comparent la photo du passeport avec votre visage et vous laissent passer. En gros, ça devrait réduire les fils. Et donc, nous, quand c'est ouvert à Bruxelles Airport, on apprécie. Alors, l'autre bénéfice pour les touristes, c'est que du coup, ils auront aussi un meilleur suivi de leur séjour autorisé dans l'espace Schengen. Parce que si vous êtes exempté de visa, ou si vous avez un visa de 90 jours, il y a cette notion de 180 jours glissant, dans lequel vous pouvez utiliser ce crédit de 90 jours. Si vous ne comprenez pas, vous m'appelez, je vous expliquerai. En gros, tu as le droit à 10 jours, tu as le droit à 90 jours, mais tu ne peux pas sortir après avoir fait tes 90 jours et revenir le lendemain et refaire 90 jours. Aujourd'hui, tu peux le faire parce qu'il y a pas mal d'endroits où ils ne vérifient pas précisément. Exactement. Il n'y a aucun moyen, comme tu le dis, Max, de vérifier
l'application réelle. Alors il y a certains pays, pour l'avoir vécu, pas à titre personnel, mais dans mon cadre professionnel, qui le font, notamment la Suisse. La Suisse a un système de comptage de séjours automatique dans leur logiciel, et on s'est retrouvé une fois avec C'est pour ça que une Guillaume ne personne peut qui pas devait venir passer nous ses voir. gens par la Suisse. Voilà, c'est ça, qui devait venir nous voir, qui s'est fait rejeter lors d'un transit en Suisse vers le Canada parce qu'il avait mal compté ses jours. Voilà. Donc Pour la avant, petite il anecdote. fallait faire les comptes en fonction des dates qui figuraient sur les tampons, et désormais tout ça sera numérisé. En passant le contrôle, tu sauras directement combien de jours tu peux rester dans l'espace Schengen. Le garde-frontière saura si tu as dépassé la durée légale. Pas bien. Et puis en plus, nouveauté, et là, ça Guillaume, tu vas beaucoup aimer, les tiers pourront vérifier sur un site sécurisé le nombre de jours qu'il en reste qui pourront passer dans l'espace Schengen. Alléluia, bah tu sais quoi, je vais faire un mail à mes collègues tout de suite pour leur annoncer la bonne nouvelle. Enfin, Oui, je sais pas si enfin, c'est une bonne nouvelle. Mai 2023. Hein. Bah, c'est demain. Alors, du coup, le gros avantage, c'est, tu l'as dit, c'est avec la digitalisation, on aura un risque de fraude qui sera beaucoup moins élevé qu'avec le contrôle manuel. Et puis, il y avait un truc aussi, c'est que ceux qui venaient régulièrement, les pages des passeports, elles ne sont pas illimitées. Et du coup, potentiellement, il fallait remplacer son passeport parce qu'il y avait plus de Il faut place. quand même sacrément voyager pour remplir son passeport, parce que moi, si j'ai déjà réussi à remplir à moitié une demi-page, à moitié une, deux, enfin bref. Whatever. Bon, bref, en toute logique, ça devrait être gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors bien sûr, il faudra que les mécanismes de contrôle et de sauvegarde soient pas dévoyés pour éviter tout risque de surcontrôle et de parce que en gros, si on garde pendant 5 ans les données, ça veut dire que potentiellement on pourrait traquer qui vient où, quand. Mais le système a été prévu pour ça. Il y a une agence de l'Union européenne qui va s'occuper de ça. Donc en principe, on devrait éviter les Il ne dérives. faudrait pas faire que nous, on fasse ce que les autres font très certainement aujourd'hui déjà quand on va chez eux. Ah de fait, quand tu vas aux États-Unis, je doute que les États-Unis suppriment les informations au bout de 5 ans. Hein, tu prends une photo et tu mets tes empreintes, donc il n'y a pas de problème. C'est ça. Merci Max, c'est vachement intéressant. Je ne sais pas si on a hâte que ça se mette en place, mais en tout cas pour ceux qui voyagent, on espère que ça vous aidera à simplifier les choses. Alors, du coup, ça ne s'applique pas tellement, pas directement à nous, mais ça va simplifier ta vie. Mais il y a une deuxième chose dont on reviendra un petit peu plus tard, c'est que l'année prochaine va aussi se mettre en place l'équivalent de ce qui se fait aux États-Unis pour les touristes qui viennent donc justement gratuitement, sans visa, pour 90 jours dans l'espace Schengen. Ils vont devoir payer une petite cotisation qui va en fait contribuer à tout ce système de digitalisation. Donc on y reviendra. Ça va s'appeler ETIAS. Et donc on y reviendra dans un prochain épisode. Très bien. Allez, merci, on passe, Guillaume, à la Belgitude. À la rubrique Belgitude d'aujourd'hui, on va vous reparler, probablement pour la dernière fois, enfin j'espère, de notre petite marotte du moment, la Coupe du Monde au Qatar. Vous savez que nous, la Coupe du Monde, ça va pas vraiment marcher pour plein de raisons, notamment pour des raisons de droits de l'homme. Et ce sont pas les dernières prises de position, parfois ambiguës, dans le meilleur des cas, et parfois pas du tout ambiguës, de certaines personnes haut placées au Qatar sur l'accueil et la protection, notamment des personnes LGBT, qui vont nous faire changer d'avis. Et donc, on voulait mettre ici en lumière le collectif Pas Qatar ce soir, qui a été créé en Belgique, qui a pour objectif de convaincre et de pousser la population à ne pas regarder la Coupe du Monde, mais plutôt à profiter d'alternatives proches et locales dans différents domaines. Écologie, démocratie, sport ou culture, les idées ne manquent pas. Que ce soit pour des raisons sociales, comme je le dis, écologiques, démocratiques, éthiques, sportives, cette compétition, selon les fondateurs du collectif, est une aberration et n'aurait dû jamais avoir lieu. Son but n'est pas seulement d'inviter la population wallonnaise bruxelloise, puisque c'est un collectif francophone, on est en Belgique, à boycotter l'événement sportif, mais c'est aussi de mettre en place un programme alternatif avec des activités culturelles, ludiques, sportives et éducatives. Plutôt que de regarder un peu honteux ce spectacle en se disant « est-ce que je dois vraiment faire ça ?», l'idée est que celles et ceux qui boycottent la compétition passent un bon moment. Poursuit Pas Qatar ce soir. Donc sur le site internet, vous retrouverez déjà un certain nombre de propositions. Et puis petit à petit, les soirs de match, vous pourrez aller piocher là-bas pour faire autre chose que nécessairement regarder un match, même si on aime beaucoup les Diables Rouges, dans un pays qui aujourd'hui n'est quand même pas... C'est un des symboles d'unité, les Diables Rouges. C'est ça, c'est un symbole. Le Diable Rouge, c'est un symbole d'unité, mais le fait que la Coupe du Monde se passe au Qatar devrait nous interroger, et les conditions dont elle se passe devraient quand même un tout petit peu nous interroger. Alors, nous, on piochera soit sur ce site, soit on pourra en profiter pour faire une petite soirée jeux de société à la maison. Absolument, tout à fait. Et on passe, Guillaume,
à la rubrique Vie de couple. Bah oui, chacun chez soi, on est trop content parce qu'on est chez nous en fait. On est Mon chez nous. Dieu. On est chez nous. Un week-end à la maison, c'est fou. Ça Et là, on a fait plein de très week-ends à la maison longtemps. qui arrivent. Oui, Ouais. bah, alors, la petite raison derrière, c'est parce que Guillaume travaille, hein, donc Oui, mais en fait, je me rends compte que c'est bien en fait d'avoir ces pauses, de ne plus pouvoir partir. Après, je l'ai encore redit à Max à midi. Hein. Si tu veux partir, mon amour, tu n'hésites pas. Hein. Tu vas te faire des week-ends. Hein. Moi, je m'occuperai. Hein. voilà. Il me jette, il m'envoie. Je le fous dehors. Il me fout dehors. Je le fous dehors. Moi, je croyais qu'il allait me foutre dehors. On a parlé cette semaine avec des collègues parce qu'ils me disaient, à force de rentrer si tard, tu risques de dormir dehors. Ton mari risque de te foutre dehors. Si tu reviens plus, si tu n'habites plus à la maison parce que tu travailles trop. Et bah, vous voyez, tu vois, tes collègues, ils ont tort. Je t'ai jamais fait ça. Pas encore. Chacun chez soi. Bon, bah, si enfin, ton quand chez même. toi, c'est le bureau, bon, bah. Ah tiens, ça me fait penser, on pourrait parler d'ailleurs maintenant ou dans un autre épisode de faire chambre à part. Alors, Guillaume n'est pas très crédible là-dessus, parce que la seule nuit où j'ai fait chambre à part parce que j'étais malade, il est venu me retrouver au milieu de la nuit parce qu'il n'était pas bien dans son lit tout seul. Du coup, on est retourné Oui, bah, dans que le voulez-vous grand lit. Que voulez-vous, je ne suis pas crédible. Mais n'empêche que je dors vachement bien quand je suis tout seul. Mais que Max n'est pas dans la chambre à côté. Ah oui, C'est-à-dire, c'est il ça. part 2 jours la semaine prochaine, ça va être pompe up là. Là, chacun chez soi. Chacun chez soi, et la semaine prochaine, Max, ce sera les vaches qui seront bien gardées quand tu seras en Suisse. Exactement. Les vaches Milka et les vaches violettes. La marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. C'est ça. Mais bien sûr. Yararari. Alors, on voulait prendre un petit thème, sauf si tu as autre chose à rajouter sur le Home Non, Sweet mais c'est Home. bon, j'ai Si, dit que... Home Sweet Home, Home Sweet Home. Ah, si. On peut quand même faire un petit point sur le défi pizza, parce qu'on avait lancé quand même un petit défi c'est pizza en vrai cette qu'on début de avait- saison. Et on a mangé 3 très bonnes pizzas Il a vendredi. enfin trouvé une recette de pâtes qui fonctionne, les gars. Wouh! Ouais, parce Champagne. il faut dire, on avait commencé donc. La machine, elle fonctionne super bien, pas de problème. Ah, c'est pas le problème de la machine. Le truc, c'est que j'étais quand même pas complètement satisfait de la recette de pâtes que j'utilisais jusqu'ici parce que en fait elle se perçait, elle gonflait pas très bien sur les côtés. J'aime bien quand même quand la croûte elle est un petit peu gonflée. Je me suis mis en tête d'essayer de trouver une recette de pizza, alors plutôt napolitaine du coup, comme ça la pâte un petit peu gonflée. J'ai trouvé un super chef italien vivant aux États-Unis avec une chaîne YouTube qui nous dit que la création de la pizza, È tutto c'est in un, italiano. c'est un art. Hein. Il faut vraiment avoir tout ça en tête. Hein. Bon, alors après, du coup, on a découvert qu'en fait, c'était le bazar parce que les Italiens, ils utilisent des farines spéciales, dont une farine qui est réalisée au Canada, la farine de Manitoba, de la province du Manitoba, plus une farine 00, hein, 00, qui du coup, nous on trouve pas ça ici. Enfin bref, un Si, la bazar. 00, on la Et- trouve dans un magasin bio. Oui, non mais voilà, donc il faut quand même aller la chercher pour trouver de la 00 italienne. La Manitoba, on n'a pas encore trouvé. Et en plus, le pire, c'est qu'ils utilisent de la semolina pour à la fin, quand vous devez étaler la pâte, Mais je crois qu'il plutôt faut que de faire mettre ça de la dans la vie. farine quelasique, ils mettent de la semolina, qui est un peu plus de la semoule. Bref, toute une histoire. Et voilà. Et donc, j'ai fait des quelques pâtes à pizza au mois de début octobre ou fin septembre. Ouais. Guillaume m'a retrouvé dans la cuisine. Il est proche du nervous breakdown, là. En Il mode, en pouvait plus au bout de sa vie. En mode, il y avait de la pizza, la pâte à pizza qui s'envolait partout dans la cuisine. Oh, le massacre. Enfin, non, attention. La pizza était bonne. Mais elle avait une tête un peu bizarroïde. Elle était pas tout à fait en une seule pièce, mais elle était excellente. Par contre, autour, c'était un gros massacre. Ah oui, alors là, tu es en train de mélanger deux choses. Il y avait la préparation de la pizza qui était un gros massacre, et le fait que probablement, j'avais pas assez travaillé la pâte. Et du coup, on a eu des trous. Enfin, et puis j'avais un peu pas le coup de main. Ce qui fait qu'il y a eu des trous au milieu de la pizza. Ça a été le bazar dans la petite machine que j'avais achetée, mais qui fonctionne très très bien, qui permet de cuire les pizzas en 5 minutes grâce à une pierre intégrée dans le bas de la pizza et de la machine. Et un grill, en fait, au-dessus. Donc ça grille bien les ingrédients et en même temps ça cuit avec la pierre à pizza par-dessous. Bref.
Et là, je me suis dit que j'allais tester une nouvelle recette. Ah oui, parce que l'autre recette, c'était sur genre 2 jours. Il fallait préparer un jour la pâte, ensuite la mettre au frigo. Après, il fallait retravailler pendant quelques heures, remettre... Autant dire que c'est pas le truc bon, que tu fais au c'était début quand même compliqué. vendredi soir en rentrant, quoi. Mais on a quand même découvert la congélation de la pâte. Et donc, on a pu refaire des pizzas juste en sortant la veille la pâte et c'était nickel. Donc ça, C'était moins pire que les précédentes. Voilà. En termes de forme, pas en termes de goût. Hier soir, on a fait des super... avant-hier soir, on a fait des super pizzas. Hier soir. Hier soir. Super pizza. Donc la classique. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai quand même un peu plus appris, c'est que la pizza, en Italie, il n'y a pas grand-chose dessus, en fait, et c'est normal. Il aime vraiment assez... Donc la classique, margarita, donc juste avec de la mozzarella fraîche. Mozza basilic. Voilà. Il a déjà tout dit. Et puis ensuite, on en a fait une avec ce qui était censé être... on en a fait une avec du... pastrami, et qui était du coup du saucisson. à la base, c'était censé être du pastrami, et du coup, c'était du saucisson. Bien meilleur avec le saucisson. On a mis du saucisson au poivre. Un peu fort, là. Grosse tuerie. Grosse tuerie. Donc, bien sûr, toujours la mozza et un petit peu de... Parce qu'ils mettent mozza plus un petit peu de... Parmigiano. Voilà, un petit peu de parmigiano. Voilà. Et à la fin, une fois qu'elle est cuite, tu rajoutes un petit peu de ricotta et de la roquette. Et franchement, nickel. On vous mettra la photo de cette pizza qui était très, très, très chouette. Voilà, donc ça, c'était pour finir Home Sweet Home. Et avant de passer à notre deuxième point de la rubrique Vie de couple, qui est sur une inspiration de WeBloom. Vous vous souvenez, nos amis de WeBloom qui font une petite newsletter toutes les semaines. Claire et Anthony. Donc, vous pouvez aller voir sur leur site Yes WeBloom. Et ils ont une petite newsletter qui paraît toutes les semaines sur gérer des problèmes ou des questions ou des choses qui peuvent se passer tous les jours dans la vie d'un couple. Exactement. En gros, leur objectif, c'est comment faire en sorte que votre vie de couple se passe le plus harmonieusement possible. Et là, vous mettez en fond sonore une petite musique un peu new age, vous voyez. Mais en fait, c'est ça, c'est l'idée de ce qu'ils font. Alors, ils font des préparations au mariage laïque aussi, pour préparer, de se mettre ensemble sur du long terme, on va dire. Puis il y a vraiment la vie de couple au quotidien, et on vous en a déjà parlé, mais là, il y a une de leurs dernières newsletters, c'était les problèmes de coloc. Oui, parce que quand on vit en couple et qu'on partage un même lieu, on a parfois des problèmes de coloc, n'est-ce pas, Max ? Ouais, alors surtout, leur message, c'était de dire il ne faut pas tout mélanger, parce que finalement, dans ta vie de couple, enfin dans ta vie à deux, tu as ce qui relève de tes problèmes de coloc, donc c'est-à-dire tu partages un même lieu de vie, type tes chaussettes sont pas rangées, type tes pulls traînent, type tes pyjamas traînent. Déjà, j'en ai qu'un seul. Tes chaussures traînent. Non, t'en as deux. De sortie à la fois, j'en ai qu'un seul. En vrai, j'en ai 4, mais... Oui, ça dépend des jours. Et les problèmes de couple qui sont donc plus inhérents à la relation de couple. Et donc, typiquement, on est sur le problème de coloc, là. Et puis un autre des infos qui sont partagées dans leur newsletter, c'était les réactions émotionnelles. Là, non, je n'aurais pas une réaction émotionnelle. Mais c'est faux ce que tu dis. Voilà. Et donc, l'objectif, en fait, c'est d'éviter que les problèmes de coloc soit interprété comme un problème de couple. Parce qu'un problème de coloc, ça se règle... Sauf que, par exemple, ils classifient les différences de rythme de vie dans des problèmes de coloc. Moi, je suis désolé, dans notre cas, c'est un vrai problème de couple. On vous en a déjà parlé, mais reparlé, mais surparlé. Mais chez nous, c'est un vrai problème de couple. Alors, c'est un problème de couple ou pas. Ça peut aussi donner une certaine respiration. Comme tu l'as dit la dernière fois, le fait que toi, tu dois rester et bosser à Bruxelles pendant que moi, je dois être là sans forcément bosser, ça veut dire aussi que je peux partir en week-end ces week-ends-là, parce que je sais que tu bosses, et donc, de toute façon, si c'est pour me retrouver tout seul à la maison... Tout à fait. Voilà. Donc, il faut regarder les choses, voilà. Mais si, par exemple, on n'arrive pas à s'organiser pour faire les courses ou pour s'occuper de la maison, et c'est toi qui fais tout et moi j'en fais pas assez, ce qui pourrait être possible, ça reste un problème de coloc et pas un problème de couple. C'est pas parce que je t'aime moins ou que je te dévalue. Certes. Que voilà. Certes, tu as raison.
Exactement. Mais après, quand il y a trop de problèmes de coloc, ça peut créer des Problème dans le couple. problèmes dans le couple. Donc sachez faire la différence entre vos problèmes de coloc et vos problèmes de couple. Et si vous n'y arrivez pas, contactez nos amis de WeBloom qui se feront un plaisir de vous donner quelques sessions de vous proposer quelques sessions de coaching. Ouais, parce que Claire, elle est coach de vie, elle a une certification Life Coach School, et donc elle pourra aussi, soit individuellement, soit en couple, vous proposer un petit peu d'accompagnement. Voilà, en tout cas, on vous invite à aller voir leur site yeswebloom.com et à vous abonner à cette petite newsletter chaque semaine. Ça fait toujours un petit peu réfléchir dans la vie de couple. Merci Max. Max, petite conclusion culinaire d'ailleurs, puisqu'on a parlé pizza pour ce podcast. On vous a déjà parlé pizza, alors là on va vous parler pâtes, cuisson des pâtes. Un petit tip pour finir sur notre rubrique insolite. Exactement, donc la cuisson des pâtes. Si tu touches à la cuisson des pâtes, tout va finir mal, mon ami. Eh ben exactement, Guillaume, c'est exactement ça. Donc la cuisine passive, c'est un peu la nouvelle tendance pour diviser par 2 ou 3 l'énergie nécessaire à la cuisson des pâtes. L'idée, c'est que tu cuis 2 minutes dans l'eau bouillante et ensuite tu couvres la casserole, t'éteins la plaque et tu laisses mijoter en utilisant finalement l'énergie de ton eau. Alors, c'est un truc qui a déclenché une polémique de malade en Italie, parce qu'il y a un scientifique italien, mais c'est autorisé, ça ? Giorgio Parisi, qui a été prix Nobel de physique en 2021, donc quand même quelqu'un, qui a proposé le 1er septembre dernier, donc au moment où la hausse de l'énergie atteignait des plafonds, cette méthode alternative de cuisson sur Facebook. On fait bouillir l'eau, on y place les pâtes, on met le feu à minimum, et on laisse les pâtes dans l'eau, couvercle sur la casserole, pour les faire cuire. Alors, il y a eu quand même pas mal de commentaires, d'abord sceptiques. Ensuite, il y a eu un chef italien qui a dit « Mais c'est n'importe quoi, ces pâtes, elles sont caoutchouteuses !» Alors bon, vous imaginez, la polémique en Italie, les pâtes, c'est sacré. Ne touche pas au pasta de la mamma. Exactement. Bon, tout le monde n'a pas été négatif. Alors du coup, ça a donné lieu à des articles, des interviews. Le chimiste italien Dario Bressanini a donné une interview à l'agence ANSA, l'agence de médias ANSA, en disant c'est pas nouveau. Il a expliqué que l'eau n'a pas besoin de bouillir, mais d'être chaude pour cuire un aliment donné. Il a même publié une vidéo consacrée à la technique sur TikTok, avec le titre « Mettez les pâtes et éteignez le feu ». Elle a quand même été vue par 3 millions de personnes. Voilà. Bon, finalement... Il y a une vraie question. Ceux qui ont essayé ont confirmé que ça fonctionne. Barilla en a même fait une pub. Donc ça, c'est quand même assez chouette. On vous mettra l'image de leur tweet sur nos réseaux. Et en bonus, ça fonctionne aussi pour le riz, d'ailleurs. Enfin, Max va surtout nous faire un test de cette méthode de cuisson dans les semaines qui viennent. Et puis... C'est notre test. C'est notre méthode de cuisson du riz pilaf, Guillaume. Mais non, il y a marqué « éteignez le feu ». Nous, on n'éteint pas le feu, on le baisse beaucoup. Ah, soit lui, il proposait de baisser au minimum et on peut effectivement éteindre. Mais donc, on pourra aller au bout de la technique, sachant que de fait, le riz pilaf est un petit peu différent parce que là, il dit vous mettez dans l'eau bouillante. Donc, c'est comme si vous cuisiez le riz à l'envers. Bref, ça marche pour les pâtes, ça marche pour le riz. Vous pourrez tester, on testera. Et voilà, ça vous fera faire des économies d'énergie. Merci Max, et en ce moment les économies d'énergie, c'est important. Jingle. Et voilà, Jingle. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 5e épisode de notre saison 4. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Et si ce podcast vous plaît, comme on vous l'a dit au début, n'hésitez pas à le partager à vos amis. Mettez-nous une note, un commentaire, ça aidera aussi à ce que de nouvelles personnes puissent découvrir ce podcast. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet et les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.